Vous reprenez la thèse là, d'un influenceur ici au Québec là, qui dit qu'on est dans une partie d'échecs à 5 dimensions où on se garde Israël comme dessert et qu'on ne peut pas prendre de front cet état profond-là sans jouer à la cache-cache, là, parce qu'ils sont trop puissants. Mais effectivement, cet influenceur-là nous invite à lire le véritable objectif de Donald Trump au Proche-Orient, qui est de retirer ses troupes. Ça, c'est la thèse de votre camarade québécois qui porte ce projet Quanon. Alors, des fois, on se demande si ça peut aller aussi loin, je dirais, comme stratégie consciente. Mais sur le résultat, on est obligé de constater que tout ce que fait Trump pour Israël se retourne contre Israël, hein. La guerre des 12 jours, le régime de change iranien qui a renforcé le pouvoir iranien et affaibli les infiltrations israéliennes qui essayaient de faire, après avoir, comment dirais-je, subi un échec militaire pendant la guerre des 12 jours, ont tenté un régime de change par une révolution colorée. Trump, à chaque fois, a accompagné Israël dans cette démarche. Et en fait, ça s'est à chaque fois retourné contre Israël. Et en ce moment, bon, c'est difficile de savoir comment va finir cette guerre irano-américano-israélienne, mais elle est en train, sans doute, d'affaiblir terriblement Israël et aussi de faire comprendre aux Américains qui hurlent contre Trump en ce moment d'ailleurs, que en fait Israël est en train d'amener l'Amérique à la catastrophe, alors que le projet électoral de Trump était, je rappelle, le retour à la doctrine Monroe et revenir en fait à l'Amérique réelle, à l'Amérique intérieure, et renoncer à l'Amérique comme vecteur de l'empire, et d'un empire qui, je le rappelle, dont le but est de passer de la Pax Americana à la Pax Judaïca. Je rappelle que c'est quand même ça. Et ça, finalement, Trump nous aide à le comprendre de manière, je dirais, pas négativement. Alors moi, je ne sais pas si réellement il a cette dimension sacrificielle et si c'est réellement un très grand stratège, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le résultat est quand même relativement celui-là. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'il est difficile là, d'avoir ce genre d'analyse-là au Québec parce que je sens les opinions très polarisées actuellement en tout ce qui a trait le Proche-Orient, M. Soral, parce que on a encore utilisé le même disque des méchants ayatollahs. Je me rappelle dans le temps de la Yougoslavie, le méchant Milosevic et les Serbes qui jouaient du foot avec les têtes des musulmans. On joue tout le temps le même scénario, puis ça semble toujours vouloir fonctionner. Et là, avec le phénomène des prières de rue, puis tout ça à Montréal, on réactive beaucoup là, les droits tardés que vous aimez nommer. Puis c'est leur tâche à eux, là, ceux que vous nommez, qui vous ont coûté l'exil, prolifèrent dans ce chaos-là. C'est un peu ça qu'ils veulent. Bah, c'est aussi malheureusement, c'est la réaction immédiate on va dire, du petit bourgeois blanc, qu'il soit québécois ou français, c'est de voir la montée de l'insécurité liée à l'immigration incontrôlée, c'est de voir le métissage forcé. Donc en fait, il est normal qu'ils réagissent contre ça. Mais le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'en réagissant, il se met dans les mains de ceux-mêmes qui l'ont organisé. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on revienne à une France ou à un Québec de l'époque où De Gaulle pouvait dire vive le Québec libre. Mais pour ça, il faut absolument ne pas passer par la médiation de ceux qui nous proposent de s'occuper du dossier, parce qu'on sait que c'est ceux qui ont organisé ce chaos et qui n'ont aucun intérêt à le résoudre. Car en fait, ce qui est de plus en plus évident, que ce soit pour Israël ou pour certaines dominations communautaires, c'est que ces gens ne peuvent se maintenir et proliférer que sur un chaos aggravé. La paix n'est pas leur intérêt, la paix joue contre eux. Et donc, ils sont éminemment dangereux de ce point de vue-là. Et c'est déjà une raison de ne pas passer par eux, même si on a des objectifs, je dirais, identitaires. Moi, je comprends tout à fait la sensibilité identitaire. Le problème, c'est que laisser la question identitaire comment dirais-je, en France, à Éric Zemmour ou à Sarah Knafo, qui sont, voilà, ça pose un vrai problème. C'est comme quand
comment dirais-je, des Israéliens de confession juive par définition vous disent que Israël protège les chrétiens du Moyen-Orient. C'est quand même un discours d'une obscénité qui ne peut être accepté que par des gens qui regardent le journal de 20 heures. Mais si on fait un tout petit effort de s'intéresser à la réalité de cette région du monde depuis les années 1948, on voit que systématiquement, le pouvoir sioniste a fait du tort et a fait du mal comment dirais-je, aux chrétiens d'Orient. De même d'ailleurs que systématiquement Israël, dans sa logique d'extension, a aidé à détruire des nations arabes, mais qui étaient sur un modèle nationaliste à la française, par un travail qui s'appuie en général sur la Houma, c'est-à-dire sur l'internationalisme musulman. Et cet internationalisme musulman, on le sait avec les frères musulmans, est sous pilotage de l'Empire anglais puis de l'Empire américain qui lui a succédé certainement, de façon certaine, depuis l'époque de Nasser et même déjà depuis Laurence d'Arabie. Hein. Donc en réalité, c'est toujours le même problème, c'est que les gens qui vous proposent de régler un problème, ce problème, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, et ils n'ont aucun intérêt objectif à ce que ce problème soit réglé, puisqu'en fait, ils prolifèrent sur ce problème. Et ça, c'est évidemment, ça demande de faire la différence entre la carambola et ce que j'appelle le billard français et le trois bandes, vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain sens de la complexité des manipulations politiques et des réalités historiques. Et malheureusement, tout de suite, ça restreint votre public et vous perdez un public qui veut des réponses simples à des questions simples, vous voyez? C'est qui sont les gentils, qui sont les méchants, euh, des deux candidats terminaux pour que le problème soit réglé. On sait que si ces deux candidats sont arrivés en finale, c'est qu'ils sont déjà disqualifiés par tout un processus de sélection qui fait que s'ils sont en finale, c'est qu'ils ne peuvent pas être ils ne peuvent pas être la solution. Donc voilà, c'est tout ce problème. Voilà, c'est de la complexité du réel, le simplisme logique des médias de masse et du pouvoir de masse, et qu'à un moment donné, voilà, il y a une équation qui est insoluble. Comment arriver à faire comprendre à la masse des processus complexes? C'est très difficile. On va s'essayer avec la voix de Arnaud. Arnaud, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Donc, je vais te laisser la parole quelques minutes. Là, tu as écouté en coulisses, puis on va se contenter de ta voix, puis vas-y, on t'écoute. Oui, ben écoutez, j'écoutais ce que Alain avait à dire avec beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement, on est un peu à une forme de révélation, hein, c'est bien le terme, d'apocalypse, un dévoilement. Et indépendamment des processus qui font que l'histoire n'attend pas et continue à se dérouler devant nos yeux, on s'aperçoit que certaines forces dont il s'agit plus ou moins centralement dans ce que nous évoquons depuis le début de l'émission, sont eux déjà en train de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'en fait, du grand Israël au petit Israël ne veut pas dire que une certaine communauté organisée n'est pas en train déjà de mettre en place un dispositif qui leur permettra le cas échéant, s'en sortir par le haut, on pourrait dire, et continuer à sévir, hein, à défaut d'autre chose. Mais je pense qu'Alain pourrait en parler de manière beaucoup plus éloquente, parce qu'effectivement, on assiste à une forme de dédoublement, de division entre un projet sioniste à bout de souffle, en manque d'hommes, en manque d'imagination, manque de subtilité, et surtout en contradiction inhérente avec la nature profonde, ce qu'a toujours été la communauté organisée dans sa forme diasporique, avec un gang, ou la gang, comme tu dis, Karl, qui, eux, n'ont jamais vraiment peut-être cru au projet d'un État national, d'un foyer national en tant que tel, et qui sont d'ores et déjà en train de préparer des alternatives. Et ce faisant, on peut s'apercevoir d'une chose qui est certaine, c'est que sous l'administration Trump, cette section de l'équipe en question fait beaucoup d'argent et ils en auront besoin pour financer un projet sous d'autres cieux. Monsieur Soral. Oui, je peux prolonger cette approche. On voit aujourd'hui qu'il y a une espèce de disjonction très forte entre
ces nationalistes sionistes qui ont toujours le projet du Grand Israël et qui est en train d'ailleurs de mettre le monde à feu et à sang, et une élite juive très impliquée dans la finance mondiale qui en ce moment se sert de cette période de chaos pour non seulement faire beaucoup d'argent, ça c'est l'entourage immédiat de Trump, et d'ailleurs Trump y participe avec sa famille, son fils notamment, et surtout on voit que ces gens-là sont en train d'acheter des terres en Patagonie, de demander des visas massivement en Argentine, regardent du côté de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie pour voir des terres relativement vierges qui ne seraient pas impactées notamment par des nuages radioactifs compte tenu de la circulation des vents sur le globe terrestre. Donc on a l'impression, une fois de plus, qu'il y a, je dirais, une espèce de disjonction qu'on peut appeler finalement une lutte des classes cachée entre, si on s'appuie sur ce que la longue histoire du judaïsme, entre les juifs de cour, qui eux sont liés aux élites, et puis les juifs du ghetto, qui sont souvent, eux, sacrifiés par ces juifs de cour. Et on a un peu une version moderne de ce qui est en train de se passer, qui n'est pas sans nous rappeler la période où les juifs d'Europe centrale religieux et qui vivaient encore dans des shtetls et qui étaient sur un fonctionnement rabbinique très très classique, se plaignaient du fait que les élites juives américaines et canadiennes, notamment avec les Bronfman, en déclarant la guerre au régime national-socialiste allemand dès 1933, je rappelle, hein, où les juifs, les instances juives mondiales et mondialistes qui étaient aux États-Unis et au Québec, donc hors de portée du nazisme, ont déclaré la guerre au régime national-socialiste allemand sans se soucier de l'impact que ça aurait sur les juifs qui, eux, étaient coincés, je dirais, en Europe centrale. Et ça, aujourd'hui, avec le recul historique, on a notamment beaucoup de courriers à l'époque de certaines élites rabbiniques de ces régions d'Europe centrale qui se plaignaient notamment que ces juifs mondialistes et mondiaux de l'autre côté de l'Atlantique étaient en train de les sacrifier en ne pensant pas aux conséquences de leur déclaration de guerre, qui était une déclaration de guerre économique, hein, je le rappelle, de boycott essentiellement, contre l'Allemagne. Vous voyez, donc il y a un phénomène récurrent qui en fait ressortir quelque chose qui est la chose la plus difficile à comprendre sans doute pour les gens qui sont habités par un communautarisme profond. Et moi je dis souvent par une remarque un peu humoristique, c'est que finalement Karl Marx a fait comprendre au monde entier une réalité qui s'appelle la lutte des classes, et cette lutte des classes est interne à la réalité ethnique, hein, elle se passe à l'intérieur même des groupes ethniques, et que les seuls qui n'ont jamais compris la réalité de la lutte des classes sont les juifs eux-mêmes à cause de leur très grand communautarisme et de la peur de l'antisémitisme. Mais en réalité, j'ai l'impression que cette période de révélation révèle aussi en ce moment qu'il y a une lutte des classes très violente entre les élites juives financières qui sont autour de Trump aujourd'hui et qui poussent Trump à faire ce qu'il fait et qui font beaucoup d'argent en ce moment en anticipant sur l'aggravation de la crise mondiale, et notamment le peuple israélien qui a cru au projet israélien, qui sont des citoyens israéliens qui sont en Israël et qui sont en train d'être sacrifiés dans une guerre qui est commanditée par des gens qui n'y mettent jamais les pieds, hein, je le rappelle. Et c'est assez choquant quand on y réfléchit, et en même temps, ça se connecte avec la longue histoire du peuple juif, où souvent, il y a cette lutte des classes cachées entre les élites qu'on peut appeler la tradition des juifs de cour et le petit peuple juif du ghetto, vous voyez. Et on est en train de vivre plusieurs révélations en ce moment, dont celle-là. C'est nouveau pour moi, ça, M. Soral. Vous me dites, parce que nous, on couvre beaucoup Israël, America First, ce phénomène-là, aux États-Unis, qu'on me dit que c'est irréversible. Là, depuis l'assassinat de Charlie Kirk, l'opinion publique américaine est vraiment porte beaucoup attention à cette influence-là qui est malsaine là, pour les intérêts américains. Puis je pourrais laisser parler Arnaud aussi, là, allez-y, là, et que ça, en Israël, c'est ce que les gens réalisent, c'est que en voulant trop, puis en accélérant du côté de Netanyahou, son projet du Grand Israël, ils remettent en question l'existence d'Israël. Peut-être. Oui. Plus que l'existence d'Israël, ils montrent l'antisémitisme mondial, surtout pour la diaspora, parce qu'aujourd'hui on voit que par exemple, les touristes israéliens qui sont très présents, notamment en Thaïlande et dans des pays où il y a des plages agréables, se font beaucoup insulter et agresser parce qu'ils sont associés systématiquement à Netanyahou. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que moi j'ai toujours des formules assez efficaces. C'est qu'Hitler a permis Israël et Israël est en train de ramener Hitler. Vous voyez, là on est dans une dialectique historique
assez massive. C'est qu'aujourd'hui, nous assistons à une mondialisation de l'antisémitisme à cause de l'extrémisme israélien qui, je le rappelle, a existé au départ sur l'idée d'un peuple en souffrance qui avait besoin d'être protégé, qui était ce qu'on appelle l'idéologie de la Shoah. Et par Netanyahou, on est passé récemment, et notamment depuis le 7 octobre, de l'idéologie de la Shoah à l'idéologie de la Torah. C'est-à-dire, c'est plus des gens qui nous disent on a besoin d'être protégé dans un pays refuge, c'est des gens qui nous disent Dieu nous a donné cette terre, et même bien au-delà, puisque c'est toute la terre que nous devons conquérir à terme, et déjà le grand Israël, parce que nous sommes les élus de Dieu, nous sommes une race supérieure et que vous êtes tous des sous-hommes. C'est ce que dit Netanyahou, c'est ce que dit son entourage qui est au pouvoir quand même depuis des années en Israël, et c'est surtout ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'antisémitisme est en train de monter mondialement à cause d'Israël et de cette évolution d'Israël qui, je le rappelle, a démarré par la gauche pour finir par l'extrême droite. C'est une réalité. Si on compare ce que racontait Israël en 1948, le refuge des proscrits et un peuple sans terre pour une terre sans peuple, et aujourd'hui, un Commonwealth à partir duquel conquérir la planète, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a choisi son peuple élu sur des critères raciaux, et que tous les autres êtres humains ont vocation à devenir leurs esclaves. On en est là, et forcément ça ne peut générer qu'un antisémitisme mondial qui forcément va s'activer, pas en Israël, puisqu'en Israël on va dire qu'il y a que des juifs et que les autres sont soumis à leur autorité, mais dans tous les pays où il y a des communautés juives puissantes. Et je rappelle que l'Argentine, la France, l'Angleterre, les États-Unis, et on voit bien qu'aux États-Unis, Nick Fuentes est en train de légitimer l'antisémitisme par Israël. Et malheureusement, sur le point de vue de la rigueur de son discours, sur le plan théologique, moral, historique et politique, on ne peut pas lui apporter la contradiction. C'est pour ça que je vous dis que j'ai peur pour lui, parce que on risque de lui promettre un avenir à la Charles Kirk, qui était en train d'opérer le même virage. Car ça aussi, c'est un autre sujet. C'est que la violence raciale et théologique qui s'est appliquée par le pouvoir israélien sur Gaza depuis le 7 octobre a produit chez les chrétiens sionistes un constat qui est simple, c'est Jésus ne peut pas vouloir Gaza. Et c'est en train de faire s'effondrer ce deuxième étage de la fusée qui commence par les Pâques, qui était que, à partir d'une corruption des élites américaines par de l'argent, qui est une certitude aujourd'hui, ça s'appelle la corruption du Congrès, ça ne pouvait fonctionner qu'avec cette deuxième étage de la fusée, qui était les dizaines de millions de chrétiens sionistes évangéliques qui disaient que Jésus-Christ obligeait les Américains à soutenir inconditionnellement Israël. Ça s'est effondré à cause de Gaza. Et ça, une fois de plus, Gaza le sacrifice des Palestiniens a une vocation théologique et morale, c'est que ça a amené la vérité sur le mensonge de ce qu'on appelle l'évangélisme américain. Jésus ne peut pas vouloir Gaza, les évangiles ne racontent absolument pas ce que racontent les prêcheurs chrétiens sionistes, qui sont des escrocs financés, à mon avis, par des puissances d'argent, mais qui sont ouvertement des escrocs, qui auront des comptes à rendre un jour avec les vrais chrétiens américains. Ces gens sont des escrocs. Hein. Jésus n'a jamais dit qu'il était pour le suprémacisme juif racial de Netanyahou. Il est venu pour dire le contraire. Hein, je le rappelle. C'est dans les évangiles, écrits à chaque page. Mais, Monsieur Soral, je ne suis pas un docteur en théologie, puis j'ai compris ça. Là. Comprenez-vous que c'est vraiment en suivant ce phénomène-là là, de Nick Fuentes, puis je suis content que ce soir, là, vous mettiez l'accent sur ce personnage-là, parce que c'est grâce à la liberté d'expression puis j'ai toujours dit, moi, que entre anglo-saxons, ils sont capables de se frapper sa gueule, eux autres. Parce qu'ils se le fassent dire par un Alain Soral ou par l'extérieur, les Américains suivent pas mal leur actualité à eux, sont très peu portés. Alors, je veux pas faire d'amalgame là non plus. Il y a bien des Américains là, qui sont cultivés puis qui ont un regard sur le monde, mais c'est quand même intéressant de voir ce phénomène-là se dérouler aux États-Unis, qui est l'épicentre là, de ce basculement du monde-là. Là. Oui, c'est assez d'ailleurs logique que ça se passe là où finalement la contradiction est exacerbée, puisque les acteurs sont les plus puissants d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour faire tomber le mensonge sioniste qui veut enrégimenter les chrétiens, il faut nécessairement que ça se fasse là où il y a le plus, où cette idéologie a le plus de poids
hein. Et ce qui est intéressant d'ailleurs d'un point de vue, je dirais, moral et presque théologique, c'est que, à mon avis, Charles Kirk a été tué parce qu'il était payé pour vendre à la jeunesse des campus de droite le soutien à Israël au nom de l'évangélisme chrétien, hein, qui était une manière aussi de combattre la gauche antiraciste Soros, qui étant de gauche était plutôt pro-palestinienne. C'est des sujets qu'il faut comprendre. Et que, à cause de Gaza, il était en train de basculer depuis quelque temps en disant, il se mettait à douter de la légitimité de son combat à cause de la violence exercée contre les Palestiniens. Et c'est d'ailleurs quand il a commencé à dire que il ne pouvait plus continuer à dire ce qu'il disait, et que d'ailleurs les Israéliens avaient répondu à ses doutes en augmentant le budget, en lui disant on va te donner plus d'argent, et qu'il avait commencé à refuser, que finalement il a été mis à mort. Je rappelle d'ailleurs qu'il a été mis à mort, à mon avis, comme ont été mis à mort les deux frères Kennedy, dont je rappelle, ils voulaient à la fois se réconcilier avec Nasser et ne pas avancer plus loin dans cette lutte finalement assez inutile des États-Unis contre le Proche-Orient. Et ils voulaient aussi empêcher, par des inspections à Dimona, Israël d'avoir la bombe atomique. Donc finalement, on peut dire que l'assassinat, pour moi, de Charles Kirk succède à un certain nombre d'assassinats ou de mises hors d'état d'agir, dont les deux plus grands symboles sont les deux frères Kennedy. Je pense que les deux frères Kennedy, comme le dit très bien chez nous un auteur que j'ai dit qui s'appelle Laurent Guyeno, ont été mis à mort à la demande de Ben Gourion, parce que les Kennedy voulaient se réconcilier avec le monde musulman, dans une vision justement d'un mondialisme apaisé, et voulait empêcher, comme le voulait d'ailleurs le général de Gaulle, qui a été lui non pas assassiné, mais mis hors de pouvoir, enfin mis hors du pouvoir par une révolution colorée qui s'appelle mai 68, qui est d'ailleurs la première révolution colorée du monde moderne, puisque la première révolution du monde traditionnel s'appelle la Révolution française. Vous voyez qu'on est très présent dans ces combats, comme on est très présent dans l'affaire Epstein en France. Et donc on peut bien dire effectivement que le miracle, d'une certaine manière, c'est que Charles Kirk est resté intègre et a renoncé à ce message de pro-sioniste parce qu'il se sentait chrétien. Il a été mis à mort, et sa mise à mort a fait monter en puissance le personnage de Nick Fuentes, qui est bien plus radical, je dirais, et qui en dit encore bien plus que n'en disait Charles Kirk. C'est pour ça qu'on peut quelque part y voir, dans un combat qui est presque un combat religieux, la main de Dieu quelque part. C'est que finalement, quand un combattant est tué par les forces du mal, un autre le remplace encore plus efficace. Donc c'est ce qui peut nous donner à espérer, si on comprend que ce qui se joue en ce moment est à la fois quelque chose de politique, de géopolitique, d'économique, mais aussi avec une dimension quand même assez religieuse, assez eschatologique, hein. On est dans une période qui a été annoncée par je dirais, par l'eschatologie chrétienne et l'eschatologie musulmane, qui est ce qu'on appelle une période de fin des temps, qu'on va interpréter de manière laïque comme une période de changement de paradigme violent, hein. Nous arrivons à la fin d'un cycle, et c'est pour ça que c'est très violent en ce moment, très dangereux, mais très intéressant d'un point de vue politique. Une vraie période de dévoilement, hein, une période d'apocalypse. Oui, puis si on veut régler ça d'une façon basique, on dit Netanyahou, on fait disparaître Netanyahou, puis nos problèmes sont réglés dans une sorte d'analyse binaire, mais c'est quoi qu'on doit souhaiter là pour la population israélienne qui s'aperçoit que c'est leur existence là, si on n'allume pas. Si on laisse je le dis souvent, c'est plus les rabbins sont pas juste dans les synagogues, ils sont rendus au pouvoir. Puis quand on fouille un peu tout le concept judéo-chrétien et autres, aujourd'hui, j'embarque pas dans cette histoire-là du peuple élu, puis autant bien croire au Père Noël tant qu'à y être. C'est là qu'on en est rendu, là. Ben là, il faut comprendre aussi cette idée du Machia et cette idée on va dire des Israéliens très religieux et qui sont sur l'idée du suprémacisme juif, c'est qu'ils sont obligés d'attendre. Pour eux, si le Machia ne vient pas, ils seront défaits, ils seront vaincus. Le Machia, c'est un peu, vous savez, le miracle qui fait que la comptabilité tombe juste ou que l'équation tombe juste. C'est-à-dire que sans l'intervention du Machia, Israël est sacrifié. Donc les religieux israéliens l'interprètent comme le Machia va venir, puisque nous devons gagner. Mais en réalité, si on a une vision hégélienne et matérialiste de l'histoire, le Machia ne viendra pas et Israël va s'effondrer. C'est ça qu'on peut comprendre. Mais c'est pour ça qu'on est obligé d'admettre que des types avec la vision de Netanyahou sont obligés de basculer dans une vision religieuse qui, je le rappelle, j'ose comparer à celle d'Hitler. Je rappelle que Hitler, quand il déclare la guerre aux Russes alors qu'il a déjà les Anglais et les Américains potentiellement contre lui,
Il est obligé de croire qu'il y a une force suprahumaine qui l'accompagne pour penser qu'il peut gagner. Parce que si simplement il fait comme Staline et qu'il compte les divisions, il a perdu des 39. Et en fait, nous avons un espèce de parallèle entre la folie hitlérienne qui croyait à Germania et au Reich pour 1000 ans, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le danger de la destinée manifeste. Les gens qui se mettent à croire à la destinée manifeste quand ils ont un poste politique deviennent des dangers publics parce qu'en réalité, ils cessent de calculer, ils cessent de compter. Ils pensent que Dieu y pourvoira, vous savez, que Dieu réglera les problèmes qui sont normalement objectivement insolubles. Et là, on peut expliquer cette dérive religieuse du pouvoir israélien avec ce projet du Grand Israël. Plus ils sont allés vers ce projet du Grand Israël qui pose des problèmes démographiques, des problèmes de destruction de pays voisins qu'on ne peut pas à la fois les détruire et les coloniser. Il faut faire des choix. Hein, et donc, plus ils ont avancé ce projet, plus ils ont été obligés de basculer dans du religieux. Et on voit très bien que Netanyahou, qui vient au départ du révisionnisme sioniste, c'est-à-dire de Jabotinsky, qui est en fait une version juive du fascisme, s'est entouré de plus en plus de religieux, parce qu'en réalité, l'équation du Grand Israël ne tombe pas juste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites intervenir Dieu à un moment donné, quand en réalité, sans lui, vous ne pouvez pas y arriver. Mais le problème, c'est ce problème de ce Dieu silencieux qui regarde mais qui n'intervient pas. Et là, c'est pour ça que ces juifs extrémistes tous les jours pensent que le Mashiach va venir. D'ailleurs, ils portent maintenant, c'est d'ailleurs Arnaud qui me l'a fait remarquer, les soldats de Tsahal portent sur leur épaule le signe Le du Grand Mashiach, Israël. parce que pour les aider à aller au combat, dans un combat qui sinon est perdu. Hein. C'est-à-dire que si le Mashiach n'intervient pas du côté des forces israéliennes, qu'on fait une analyse objective des forces en présence et de la durée de ce qui est une guerre, avec tout ce que ça implique hein, sur la profondeur stratégique, les alliances, l'énergie, le nombre d'hommes, etc., ils ne peuvent pas gagner. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce que révèle en ce moment cette folie israélienne, qui est une folie. Arnaud Develay. Arnaud? Oui, je dirais que oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, oui. Je disais, j'allais dire que quelque part, on retrouve aussi ce concept du génie juif qui crée un golem qui devient quelque chose hors de contrôle, auquel toute la planète est confrontée. Parce que au travers de l'indulgence qu'on a pu témoigner à l'égard du projet colonial sioniste et la destruction du droit international qui s'en est suivi presque mécaniquement, et à la lumière de ce qu'Alain décrit du fait que le chiffre, les nombres, le compte n'y est pas, eu égard au projet lui-même, ça ne nous sort pas, si je puis dire, des ronces, eu égard, et ça on devrait peut-être terminer l'émission sur ce sujet, c'est le backlash, c'est-à-dire le retour de flamme. Parce qu'on a maintenant, on peut dire, un nombre substantiel d'Israéliens qui vont par la force des choses utiliser leur autre passeport pour pouvoir se dissiper dans la nature. Et dans certains coins de la planète, ils ont, encore une fois, je le disais un peu plus tôt, mis en place un dispositif qui leur permet de se maintenir. Et là, on va avoir affaire, si je puis dire, je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était Shlomo Sand qui parlait on est passé du shtetl du juif qui rase les murs au chabra, bronzé, exposé au soleil, qui se tient fier et qui défie les ennemis. Et c'est ce chabra-là qu'on va se prendre maintenant, si je puis dire, dans la figure, parce que beaucoup d'entre eux sont déjà titulaires de passeports étrangers. Ils réalisent que ça sent le roussi et ils vont donc rappliquer dans des pays qui jusqu'à présent, en plus, les ont soutenus mordicus. Et ça, dans des pays où il y a des communautés, effectivement, qui ont été importées par plus ou moins les mêmes depuis un demi-siècle, ça promet des lendemains très, très houleux, à tout le moins. Oui, Monsieur Soral. Je pue le soin. Je veux pas, oui, évidemment, oui, parce qu'en plus, ces juifs qui vont revenir notamment à Paris, notamment à Paris, parce que moi je suis français, ça m'intéresse, ça ne sera pas des juifs qui arrivent d'Auschwitz, maigres et en pyjama rayé, ça va être des types qui ont du sang sur les mains,
le sang des Palestiniens et qui ont l'habitude de traiter les autres comme ils les traitent en Cisjordanie. Et n'oublions pas que si on veut raccorder ça au sujet des municipales, la France, qui a organisé au niveau de ses élites le regroupement familial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui a des Français qui ont l'identité française, mais qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique, et qui se sentent relativement traités comme des citoyens de seconde zone et se sentent solidaires des Palestiniens. Ils viennent récemment à travers le parti LFI, qui, je rappelle, est dans la continuité de l'antiracisme de mitterrandien, et qui aujourd'hui se fait traiter de parti pratiquement d'extrême droite par ceux-là même qui l'avaient créé. Ces gens-là ont accédé à la maturité politique et ont pris des villes entières, comme Roubaix, des tas de villes autour, d'ailleurs des villes autour comment dirais-je, des communes périphériques autour des villes principales françaises, et on va arriver à une géographie qui est une géographie de guerre civile, c'est-à-dire des centres-villes. Si je prends par exemple Paris, un centre-ville sanctuarisé avec un énorme pourcentage de juifs, et de juifs dont une grande partie vont revenir d'Israël avec le sang des Palestiniens sur les mains, et cette ville est partagée en deux aujourd'hui, puisque à l'ouest, elle est dans les mains d'une gauche antiraciste relativement pro-palestinienne, et à droite, elle est dans les mains d'une droite bourgeoise pro-sioniste. Donc déjà, rien que dans Paris intramuros, il y a une frontière qui est une frontière de tension. Il suffit. Et après, quand vous regardez les banlieues autour de Paris, toute la banlieue est et nord est progressivement passée dans la main de gens issus de l'immigration qui sont des pro-palestiniens, et pas des pro-palestiniens blancs de gauche, des pro-palestiniens avec de la testostérone, qui sont issus de sociétés traditionnelles où il y a encore une certaine virilité, vous voyez ce que je veux dire, et qui en plus font beaucoup de sport. Et je peux vous dire que tout ça a un parfum de guerre civile larvée qu'on va découvrir chaque jour un peu à partir de maintenant, et dont d'ailleurs l'affaire Quentin, pour ceux qui s'y sont intéressés, était déjà un marqueur. On va en France dans de très grandes tensions, et ces tensions mettront systématiquement la communauté juive au cœur de ces tensions. Il y a une énorme rancœur qui est née contre eux. Ils ont un énorme pouvoir qui est totalement disproportionné par rapport à leur réalité statistique et par rapport à la réalité, comment dirais-je, de ce qu'est censé être la République. Parce que nous avons en France un dîner du CRIF qui se prétend un dîner républicain, qui est organisé par une faction communautaire qui représente statistiquement 1/6 de 1% de la population française. Et ce 1/6 de 1% de la population française convoque régulièrement toute la superstructure républicaine pour leur donner des ordres, et tout en se révélant ouvertement pro-Netanyahou, pro-Israël. Tout ça va forcément très mal finir. Très mal finir. On peut s'inquiéter effectivement de ce que va devenir la France demain, et toutes les tensions du monde, je dirais d'une certaine manière, où toutes les tensions du Proche-Orient sont réunies à l'intérieur de la France, et sont réunies même à l'intérieur des villes et de leurs banlieues en France. Qu'on prenne Marseille, Lyon, Paris évidemment, Lille, vous voyez, et tout ça a été créé, je rappelle, par des gens qui ont accompagné le pouvoir de François Mitterrand. On sait très bien qui a créé ce chaos larvé, et forcément à un moment donné, ils auront à rendre des comptes, parce qu'en plus, ils jouent aujourd'hui le maintien de leur position. On va dire c'est Macron qui se maintient par un équilibre RN et LFI, mais pas ces gens se maintiennent aujourd'hui par la stratégie du chaos. Donc je vous garantis que il va se passer des choses en France dans les années qui viennent, qui vont être, je vous dis, très révélatrices de tout le sujet dont on a parlé,